Bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci d'être avec nous ce soir pour ce moment de partage autour de la prise en charge des atteintes de la coiffe des rotateurs. Merci beaucoup, les gars, pour la plateforme, la chance, en fait, de partager ces évidences, ces données probantes-là sur lesquelles on a travaillé si fort dans les dernières années. Je m'excuse à l'avance si j'ai des petits problèmes de caméra. Ça se peut qu'elle ferme et qu'elle se réouvre au courant de la présentation. Alors, jusqu'à maintenant, tout fonctionne bien. Jusqu'à maintenant, Ouais. c'est tout bon. Sur les tests, ça marchait à moitié. Là, sur le direct, ça marche bien. D'habitude, c'est l'inverse. Ça plante dans le direct, mais là, on est parfait. Ah, c'est parfait, ça. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler en fait de la prise en charge des atteintes de la coiffe des rotateurs. Puis, plus spécifiquement, on veut répondre à la question que savoir en 2024? Alors, je me présente brièvement, en fait. Je suis physiothérapeute clinicien depuis 2016. J'ai gradué de McGill, l'Université de Montréal. J'ai complété ensuite mon doctorat à l'Université de Montréal. Et je suis actuellement, en fait, stagiaire postdoctoral à l'Université Laval. Mes intérêts de recherche, en fait, ils se décomposent, en fait, en 3 grandes catégories. Le premier thème, qui est en fait celui qui nous intéresse principalement pour aujourd'hui, c'est la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, où j'ai notamment travaillé sur des projets principalement au niveau de l'épaule ou au niveau, en fait, vertébral, des problèmes lombaires et cervicaux. L'autre thème, en fait, c'est les pratiques avancées en physiothérapie. Fait qu'on aura peut-être la chance de s'en reparler un autre jour, mais c'est notamment sur ce sujet que portaient mes études doctorales. Et également sur les évaluations économiques en santé. C'est là-dessus, en fait, que je me concentre au niveau du postdoctorat. Conflit d'intérêt, eh bien, en fait, j'ai pas de conflit d'intérêt direct en lien avec cette présentation. Je mentionne quand même que je reçois un honoraire de Full Physio. Sinon, en fait, mon financement, moi, c'est un financement qui est public. C'est les fonds de recherche du Québec en santé qui financent, en fait, mes différents projets. Également important de souligner que je suis quand même physiothérapeute de formation. Alors, c'est sûr, en fait, que par mon appartenance professionnelle, j'ai peut-être quelques biais professionnels, vu que j'ai été peut-être un peu de croyance envers les effets de la physiothérapie et son efficacité. Mais je tiens quand même à souligner que je suis quelqu'un qui adore remettre en cause et questionner mes et nos croyances. Donc, soyez pas surpris si des fois même je questionne des choses qui semblent déjà assez ancrées dans la physiothérapie. C'est quoi, en fait, notre plan de match pour aujourd'hui? Premièrement, on va très brièvement, en fait, définir c'est quoi les atteintes de la coiffe des rotateurs. Puis on va parler, en fait, aujourd'hui du processus d'évaluation. On va aborder brièvement la valeur diagnostique de différents tests cliniques qu'on peut utiliser pour l'épaule. L'efficacité clinique de différentes interventions. On va parler également brièvement des critères de référence chirurgicale. Donc, quand est-ce qu'on devrait référer un patient vers un chirurgien pour une opinion chirurgicale, et aussi comment favoriser le retour au travail d'un travailleur qui aurait une atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs. Alors justement, en fait, les atteintes de la coiffe des rotateurs, ça représente en fait plus de la moitié des troubles de l'épaule qui vont être traités par des professionnels de la santé. Les autres qui sont communément traités, on peut penser en fait aux capsulites, à l'arthrose, aux problèmes d'instabilité. Mais simplement, les problèmes de coiffe des rotateurs, ça représente déjà plus de la moitié de l'ensemble de ceux-ci. C'est donc très prévalent. Quand on va parler en fait des problèmes de coiffe des rotateurs, on va inclure en fait les tendinopathies qui peuvent ou non avoir une calcification, mais aussi les déchirures qui peuvent être partielles ou encore transfixiantes. Puis également, en fait, c'est important de savoir que ça peut entraîner des pertes de productivité, même de l'absentéisme au travail, puis dans certains cas, même une retraite anticipée. Ça, c'est surtout vrai chez des travailleurs qui vont avoir des tâches plus importantes au niveau de l'épaule. On peut penser, bien sûr, à des gens qui travaillent au niveau de la construction, des pompiers, des gens qui... tout type de métier, en fait, qui va avoir une implication plus importante au niveau, en fait, des épaules, surtout avec des mouvements qui vont être réalisés en hauteur. Un autre point qui est important aussi de bien définir, on voit en fait très souvent en fait dans la littérature un ensemble assez important de termes pour définir en fait les problèmes de coiffe des rotateurs. Quand on va parler entre autres des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, vous allez voir souvent dans la littérature le terme en anglais, le rotator cuff related shoulder pain, qui est probablement en fait le meilleur terme pour bien définir ce diagnostic-là.
Mais la raison pour laquelle je vais parler de tendinopathie de la coiffe des rotateurs aujourd'hui, c'est que, pour une raison que j'ignore, mais le terme en français, douleur à l'épaule liée à la coiffe des rotateurs, je trouve pas que ça sonne aussi bien que celui en anglais. Fait que j'ai tendance à utiliser plus le terme tendinopathie de la coiffe des rotateurs. On va parler également, en fait, de tout ce qui va être syndrome de douleur sous-acromiale. On est peut-être mieux d'utiliser ce terme-là plutôt que le syndrome d'accrochage. Parce qu'en fait, de dire le syndrome d'accrochage sous-acromial, c'est un terme que je vous recommande de ne pas utiliser. Pourquoi? Quand on parle à notre patient et qu'on va lui donner un diagnostic, si on lui dit qu'il y a un accrochage, que quand il lève son bras en hauteur, qu'à un certain moment donné, ça l'accroche, ben, on risque de donner plus de catastrophisation, de kinésiophobie au patient. Puis ça vient un peu à contresens d'ensuite lui donner des exercices où on va recommander au patient de lever le bras, de faire certains exercices qui vont être en hauteur, alors que lui, il va avoir dans la tête l'idée que quand que je lève le bras, il y a quelque chose qui accroche et qui peut endommager mon épaule. Puis ce qu'on sait de toute façon, de plus en plus, c'est qu'avec la littérature, on ne parle pas vraiment d'un vrai accrochage, mais plus d'une augmentation de la pression sur les différentes structures sous-acromiales, pensez à la bourse et aux différents tendons. Bursopathie sous-acromiale, un autre terme qu'on pourrait utiliser, mais la réalité, en fait, c'est c'est que très souvent, ça va être un ensemble de structures qui vont être irritées et qui vont donner des symptômes. La bourse, les tendons. De là aussi pourquoi, quand en anglais, le terme rotator cuff related, donc qui inclut également la bourse, est probablement le terme le plus juste. Tendinopathie de l'angle portion du biceps, on l'inclut également dans cette grande catégorie-là, notamment parce que c'est pas vraiment possible de différencier les deux types de conditions au niveau du diagnostic, du moins pas de le faire de manière précise. Et la prise en charge est sensiblement la même. Les petites différences, c'est que peut-être si on soupçonne un peu plus le biceps, on va peut-être faire un peu plus attention avec certains mouvements comme en rotation externe qui peuvent être un peu plus irritants, mais ça, c'est surtout des choses qu'on va évaluer avec notre examen fonctionnel aussi. Et la rupture partielle de la coiffe des rotateurs, on va également l'inclure dans la tendinopathie, notamment principalement parce que le traitement est en fait le même. Il peut y avoir certaines petites nuances là-dessus. Une déchirure partielle très, très large, peut-être qu'elle pourrait être traitée un peu plus comme une transfixiante, surtout si on parle d'un patient jeune, mais ça sort un peu, en fait, du champ, en fait, des objectifs de la présentation d'aujourd'hui. Alors, quand on parle justement de la prise en charge de la coiffe, des atteintes de la coiffe des rotateurs, qu'est-ce qu'on devrait savoir en 2024? Fait que, ben, pour être à jour, en fait, il faut bien sûr, oui, avoir des connaissances cliniques, mais également, en fait, suivre la littérature, suivre les données probantes. Alors, j'ai fait un petit exercice. Je suis allé sur PubMed et j'ai rentré, en fait, les termes rotator cuff or shoulder associés au terme tendinopathe avec une petite étoile pour que toutes les variantes de tendinopathie sortent, or pain. Puis je suis arrivé, en fait, pour le dernier 5 ans, donc de 2019 à 2024, avec pas moins de 11 000 articles à lire pour les 5 dernières années. Alors, je vous pose la question, en fait. Si vous voulez être à jour, il y a deux options. Soit que vous pouvez lire un article à tous les 20 minutes, si vous êtes assez rapide. Vous faites ça pendant 10 heures par jour et vous allez avoir lu les 11 000 articles au bout d'un an. Et à ce moment-là, vous allez quand même être 1 an en retard. Ou vous pouvez rester ici. Dans le prochain environ 50 minutes, je vais quand même vous faire un bon survol de toute cette littérature-là. Une des choses qu'on peut faire justement, en fait, pour bien transmettre les connaissances, faire une bonne synthèse de celle-ci, c'est la création de guides de pratique. Un guide de pratique, c'est très pertinent de nos jours, surtout quand on regarde l'ensemble de la littérature. On a vu, en fait, les derniers 5 ans, 11 000, en fait, articles juste sur certains termes reliés à la coiffe des rotateurs. C'est clairement irréaliste qu'un clinicien lit ne serait-ce qu'une petite partie de cette littérature-là. Donc, on a en fait des regroupements de chercheurs qui vont venir lire la littérature, par exemple uniquement les essais cliniques, uniquement les revues systématiques, qui ont déjà fait des sommaires de tout ça, qui vont se réunir en groupe, en panel d'experts, et qui vont ensuite donner des recommandations cliniques. C'est ce qu'on a fait, en fait. Le projet, en fait, a commencé, en fait, en 2015. Je n'étais pas encore au laboratoire à ce moment-là. Je vois aussi dans les questions qu'il
vous pouvez écrire les questions dans le chat. Sachez aussi qu'à la fin, en fait, de la présentation, j'ai gardé un temps pour répondre à vos questions. Je reviens. Alors, avant même que j'arrive au laboratoire de François Desmel, eux, ils avaient déjà travaillé sur une synthèse des connaissances. Ils avaient rassemblé un ensemble de connaissances, mais sans nécessairement aller à l'étape de faire des recommandations cliniques. En 2017, on a réalisé en fait 37 recherches systématiques de la littérature pour mettre le tout à jour. On avait ensuite un comité d'experts, une vingtaine, qu'on a ensuite produit des recommandations cliniques qui ont ensuite été validées dans ce qu'on appelle une consultation Delphi, qui est un peu comme l'équivalent d'un sondage, mais scientifique et vraiment avec une très, très bonne rigueur. Et là, on avait 51 panélistes qui étaient des gens avec des profils un peu plus recherche, d'autres un peu plus cliniques. Il y avait là-dedans des omnipraticiens, des médecins spécialistes, des physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, pharmaciens, patients partenaires, et j'en oublie probablement quelques-uns. On avait vraiment un panel, en fait, d'experts très, très représentatif de tous les gens qui vont être impliqués dans des problèmes de coiffe des rotateurs. C'est un guide, en fait, qui a été produit et publié en français, qui est disponible même libre d'accès si vous allez sur le site de l'IRSST, publié, en fait, sous le nom, en fait, avec François Desmel comme premier auteur. Le défaut de ce document, c'est qu'en fait, le processus de réalisation d'un guide de pratique est tellement long qu'en fait, le guide qui a été publié en 2021 pour quelques retards au niveau de la publication aussi que je vous épargne, fait en sorte que ce document est basé sur les évidences de 2017. On a donc voulu corriger le tir, puis on a réalisé en fait en 2021 une mise à jour de la littérature. Donc, on a revu l'ensemble de la littérature sur le sujet. Avec un comité d'experts, on a réévalué toutes les recommandations qu'on avait émises et on a fait une mise à jour qui a été publiée dans GOSPT sous la forme de 2 articles. Un premier, en fait, qui est le guide de pratique où vous allez retrouver l'ensemble des recommandations sur le sujet. Et un autre article, en fait, qui est plus les détails méthodologiques pour les gens qui sont particulièrement curieux. Donc, au final, ça donne en fait un guide qui va parler en fait du diagnostic, toutes les étapes reliées au diagnostic d'une tendinopathie, d'une déchirure partielle, déchirure transfixiante vont être indiquées. On va avoir des recommandations également pour la prise en charge, à la fois pour les aspects non chirurgicaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait en physiothérapie? Qu'est-ce qu'un médecin peut faire également au niveau de la médication? Puis également la prise en charge chirurgicale, donc certains aspects comme quand est-ce que nous devrions référer un patient vers un chirurgien et dans quel cas est-ce que ça devrait être une référence rapide qui nécessite une attention vraiment précoce et rapide du chirurgien. Puis on a également tout un aspect sur le retour au travail. Qu'est-ce qu'on devrait faire en fait pour s'assurer que nos travailleurs retournent rapidement, mais surtout de manière durable au travail, puisqu'on sait en fait que les problèmes de coiffe des rotateurs ont un énorme impact en fait sur la population de travailleurs. Tout ça est présenté en fait sous la forme de 3 arbres décisionnels. Donc en anglais en fait des flowcharts ou des algorithmes, et ça inclut 73 recommandations cliniques. Puis on va faire en fait un petit bref tour aujourd'hui. Je vais vous montrer l'essentiel en fait de ce qui est inclus dans le guide, et également vous expliquer comment vous pouvez naviguer à travers celui-ci. Puis on va voir certains exemples pratiques à travers tout ça. Donc, les recommandations, justement. Quand on a une recommandation, vous allez voir dans le guide, il y a toujours en fait le numéro de la recommandation. Ça, c'est pertinent parce qu'ils sont associés aux arbres décisionnels. Il y a bien sûr ensuite le contenu de la recommandation. Puis il va y avoir également le niveau d'obligation. Donc, dans certains cas, on va par exemple, on va avoir une recommandation qui va être un niveau où ça va être vraiment recommandé que le clinicien fasse, par exemple, une évaluation des drapeaux jaunes, des facteurs psychosociaux des patients. Dans certains cas, ça va être non recommandé de faire une intervention. Par exemple, utiliser de l'ultrason pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Et dans d'autres cas, on a ce qui va être un peu plus dans la zone grise entre les deux, le peut être utile, par exemple dans le cas ici présent sur la thérapie manuelle, ou en fait l'ajout de thérapie manuelle, par exemple un programme d'exercice ou à d'autres modalités, peut être utile en fait pour diminuer douleur et incapacité chez les adultes qui ont une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Et pour conclure, on a également la force de la recommandation. Donc, quand on a une recommandation qui est basée sur un grand nombre de littérature très solide, de bonne qualité, on va avoir bien sûr des forces de recommandation qui vont être de niveau A, pour des niveaux élevés. Quand on est dans des niveaux qui sont un peu moindres, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, la qualité, elle est plus modérée, ou encore on a des résultats qui peuvent être variables selon les différentes études, on va tomber dans du faible à modéré de ce côté-ci. Et le C, c'est pour les consensus d'experts. Important quand même de mentionner qu'un niveau C n'est pas nécessairement moins important qu'un niveau A. Par exemple, l'évaluation des drapeaux rouges, qu'on sait tous qui est essentiel à une bonne pratique pour l'évaluation de troubles musculo-squelettiques, ça reste un niveau C parce que c'est des consensus d'experts sur le sujet. Alors, on y va maintenant avec les arbres décisionnels. Alors là, je sais, il y a beaucoup de choses sur la diapo ici. Je veux juste quand même que vous voyez en fait un sommaire en fait de comment c'est organisé. Fait que, quand on propose en fait les arbres décisionnels dans le guide, ça donne vraiment toutes les étapes en fait de qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, au départ quand on a un patient qui se présente avec une douleur à l'épaule. Fait qu'on voit ici que, par exemple, l'examen subjectif, l'examen physique et les numéros que vous voyez associés, c'est les numéros de recommandation en fait à faire pour réaliser l'examen subjectif et l'évaluation. Drapeau rouge, drapeau jaune, tout ça va nous permettre en fait de formuler une hypothèse diagnostique. Mais en parallèle, très important de prendre en considération tous les différents facteurs contextuels, les facteurs psychosociaux, les drapeaux jaunes qu'on va avoir vus dans l'élaboration d'un plan de retour au travail. Là, dans le plan de retour au travail, bien, en fait, on a plusieurs recommandations. Il faut, par exemple, avoir un coordonnateur, en fait, un acteur pivot, quelqu'un qui va vraiment être la personne ressource pour le travailleur. Cette personne-là, bien sûr, elle doit être vue comme neutre par le travailleur. C'est important aussi, en fait, qu'il y ait vraiment une très bonne collaboration entre l'employé, l'équipe de soins et également l'employeur pour qu'un plan de traitement qui est vraiment adéquat qui soit proposé aux travailleurs. On veut en fait que le plan de travail ait des tâches qui vont être pertinentes pour le travailleur puis qui vont vraiment lui permettre de progresser. Je ne sais pas exactement comment c'est fait en France, mais ici au Québec, on a par exemple, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a souvent des employeurs qui vont préférer ne pas faire de retour au travail tant que l'employé n'est pas remis à 100%. Mais là, on sait que s'il y a un délai au retour au travail, bien, on a plus de chances de chronicité, puis on a plus de chances que ça soit encore plus long pour le retour au travail. De l'autre côté, on a des employeurs qui ramènent les employés, qui ne respectent pas les limitations. Et là, on peut avoir le travailleur qui se blesse. Ou encore, qui vont donner des tâches cléricales, mais qui ne sont pas pertinentes pour le travailleur. Si on a, par exemple, un travailleur de la construction, comme on parlait un peu plus tôt, et que les tâches sont de classer, par exemple, des lettres à longueur de journée, bien, il y a des bonnes chances que cette personne-là, qui est habituée d'être dehors avec son équipe, d'être actif, s'ennuie. Peut-être que ça va lui donner même à la limite une dépression, qui ne se sentira pas très bien, puis on n'aura pas un bon processus de réadaptation. Si au contraire, on lui permet d'être sur le chantier, mais de ne pas avoir à soulever certaines tâches, un peu plus diriger les gens, faire la circulation, la sécurité, peut-être qu'il va se sentir davantage valorisé, puis ça va favoriser le processus de retour au travail. Puis bien sûr, il faut constamment réévaluer ce plan-là pour l'adapter. On revient en fait, juste après qu'on ait fait le diagnostic, là, ça va nous amener en fait aux arbres décisionnels pour la prise en charge. Fait qu'on va en avoir un, en fait, pour tout ce qui va être, en fait, tendinopathie ou déchirure partielle de la coiffe des rotateurs. On va en fait le regarder un peu plus en détail un peu plus tard, en fait, quand on va faire une histoire de cas, en fait. Puis on en a un autre, en fait. Si jamais là, on soupçonne plutôt une déchirure transfixiante, on va avoir un autre arbre décisionnel qui est différent et vraiment adapté, en fait, à une condition de déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Allons-y justement avec l'histoire, en fait, de Marcel. Donc, Marcel, ici, on a quelqu'un de 28 ans. Il travaille sur la construction. Quelqu'un de très actif. Il fait de l'escalade 3 fois par semaine, de la musculation également 3 fois par semaine. Il joue au hockey sur glace 1 fois par semaine entre amis, de manière un peu moins sérieuse. Et là, il vous consulte au bureau parce que ça fait 1 mois, en fait, qu'il y a une douleur à l'épaule. C'est apparu, en fait, pendant un voyage d'escalade. À un moment donné, il était sur une paroi, une petite chute, tente de se rattraper un peu sans que ça vienne un peu tirer au niveau de l'épaule. Puis là, depuis, en fait, une certaine douleur à l'épaule. Récemment, en fait, au travail, il y a eu des tâches qui impliquaient davantage les épaules. Il a dû faire plus de tâches, en fait, en hauteur, où il devait soulever certains objets. Puis ça l'a mené, en fait, à une augmentation des symptômes, une augmentation de sa douleur. Il a même dû prendre congé parce qu'il ne se sentait pas en mesure d'aller travailler. Alors, Marcel vous consulte. Qu'est-ce que vous allez faire? On va utiliser justement ici, dans le fond, l'arbre décisionnel pour l'évaluation de la douleur à l'épaule. En première étape, au niveau de l'examen subjectif et de l'évaluation physique, vous allez voir dans le guide qu'il va y avoir différentes recommandations qui vont vous permettre, en fait, de vraiment faire étape par étape et d'être sûr de rien manquer. On va avoir, par exemple, au niveau de l'évaluation, on va s'assurer, en fait, de collecter toutes les informations nécessaires, comme vous pouvez voir dans la première recommandation. On va également, en fait, dans l'examen physique, faire un ensemble, en fait, de tests pour évaluer. On va évaluer, bien sûr, en fait, la mobilité. On va observer le complexe de l'épaule, évaluer la force, faire des tests spécifiques vraiment adaptés aux conditions qu'on soupçonne. C'est tout ça, en fait, qui va nous permettre, en fait, de venir, en fait, formuler ensuite un diagnostic. Dans le cas de Marcel, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème médical, aucune médication qui est prise. Il nous indique, en fait, que la douleur est vraiment localisée à l'épaule. Donc, il n'y a pas de douleur irradiée ni au niveau cervical, ni au niveau du bras. Pas de parasthésie, pas de faiblesse. Puis ses limitations fonctionnelles, en fait, c'est vraiment, en fait, il n'est plus capable de faire d'escalade. Et tout ce qui va être mouvement en hauteur va lui amener certains problèmes, que ce soit, par exemple, au gym ou au niveau du travail. Vous faites votre examen objectif. Qu'est-ce qu'on note? Bon, au niveau de l'observation, il n'y a pas de particularité. C'est assez rare, en fait, qu'on va voir des particularités à l'épaule pour un problème de quadrirotateur. Les amplitudes articulaires, le ROM, tout est complet. Cependant, un arc douloureux en flexion et en abduction, donc une douleur qui arrive entre le 60 et le 120 degrés d'élévation et qui disparaît dans les derniers degrés. Au niveau du rhizome, les tests résistés, ils sont tous forts, mais il y a une douleur à 4 sur 10 en rotation externe et 3 sur 10 en abduction. Au niveau des tests spécifiques, bon, en fait, pour venir confirmer un diagnostic en fait, de tendinopathie, les meilleurs tests sont en fait l'arc douloureux qu'on a déjà fait en fait dans l'évaluation des amplitudes actives et le test de Hawkins-Kennedy. Puis, selon les données probantes, l'ajout de plus de tests ne viendrait pas augmenter en fait la valeur diagnostique en fait, les rapports de vraisemblance pour confirmer le diagnostic. Donc, vous faites un arc douloureux, le patient vous rapporte un arc douloureux, vous pouvez peut-être faire un Hawkins-Kennedy pour confirmer. Ça ne vaut pas la peine ensuite d'aller ajouter un NIR, un SPEED ou d'autres tests, en fait, pour confirmer le diagnostic. Vous risquez simplement d'irriter davantage votre patient sans avoir des informations pertinentes pour le diagnostic. Si, par exemple, on avait soupçonné, par exemple, dans ce cas-ci, comme il y a eu quand même un petit trauma, on aurait pu soupçonner, par exemple, une déchirure, une rupture transfixion de la coiffe des rotateurs. Là, ce qu'on aurait pu faire pour vraiment confirmer que le patient n'avait pas cette pathologie-là, c'est le test du External Rotation Lag Sign. Donc, on place le patient en position neutre, rotation externe complète en passif. On lui dit de garder la position, on lâche les mains. Et si on voit qu'il y a un petit retour, en fait, de son bras, là, ça aurait été un test positif. Puis ça, c'est une indication très forte, en fait, qu'il y a une rupture transfixiante au niveau de la coiffe des rotateurs. Puis pour l'instabilité, on aurait pu faire le test d'appréhension. Donc, vraiment, patient sur le dos, on regarde en fait s'il y a une appréhension quand on amène la rotation externe maximale à 90 degrés d'ABD. Ce n'est pas le cas ici. Donc,
ça nous permet en fait de valider que le diagnostic est davantage un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou en anglais de rotator cuff related shoulder pain. Et voilà. Cependant, il nous a parlé un peu du travail. Puis quand on le questionne, ce qui vient nous mentionner Marcel, c'est qu'il y a certaines craintes en lien avec le retour au travail. Il ne veut pas mentionner le tout à son chef de chantier qui a de la douleur, de peur d'être placé en travaux légers ou encore en congé préventif. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir tenir en compte quand on va élaborer le plan de traitement. On en a parlé un peu plus tôt, mais là, ça va être important de communiquer avec son employeur, de bien préparer un plan de retour au travail, puis de faire des ajustements qui vont être périodiques au niveau de son plan de retour au travail et des objectifs. Quand on parle d'objectifs de production au travail réaliste, bien évidemment, c'est sûr que Marcel, les prochaines semaines, voire prochains mois, il ne sera pas aussi productif qu'il était au travail. Mais il faut accepter le tout, donner des objectifs qui vont augmenter progressivement. C'est ça qui va faire en sorte que l'employeur va retrouver le Marcel qu'il connaît dans pas si longtemps. Au niveau du plan de traitement, justement, on y va bien sûr avec l'arbre décisionnel numéro 2, où ici, on commence en fait avec une prise en charge qui est bien sûr non chirurgicale. Donc, en fait, au niveau ici des recommandations, il y a bien sûr, en fait, comme vous voyez plus haut, la prescription d'un plan de réadaptation qui est actif. Puis ça, c'est basé vraiment sur des niveaux, des forces d'évidence qui sont élevées et modérées. On veut vraiment, c'est important que le plan de traitement soit principalement actif. Il peut y avoir, par exemple, un programme d'exercice qui va être donné ou du moins encadrer une certaine activité active. Puis c'est important que ça soit davantage, que le plan repose davantage sur des modalités actives que sur des modalités passives. Bien qu'on peut ajouter certaines autres modalités passives, comme la thérapie manuelle qu'on avait vu un peu plus tôt, mais le plan doit davantage être axé sur l'actif. Au niveau médical, ben, il y a des médications comme l'acétaminophène qui peut être recommandée, principalement parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires reliés à l'acétaminophène, mais également les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être également efficaces, surtout pour diminuer la douleur à court terme. Alors, si vous êtes un prescripteur, vous pouvez prescrire ces médications-là ou sinon référer vers un prescripteur comme un médecin, par exemple. Advenant que le cas de Marcel n'évolue pas aussi bien, que la douleur est sévère, qu'elle est persistante, il y a d'autres modalités qui peuvent être considérées, notamment les injections de cortisone, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas recommandé comme modalité initiale de traitement. Donc, c'est quelque chose qui devrait vraiment être réservé, en fait, en deuxième intention, si la douleur elle est sévère et persistante après le traitement de première intention. Puis ensuite, s'il n'évolue pas aussi bien que prévu, là, on peut considérer justement l'utilisation d'imagerie. L'imagerie est surtout nécessaire, en fait, au début, s'il y a eu un trauma, puis là, on va parler d'un trauma peut-être plus important que ce qu'il y a eu ici parce qu'on ne soupçonnait pas de rupture transfixiante, ou encore s'il y a un échec du traitement non chirurgical initial. Quand on veut évaluer, en fait, l'intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs, c'est recommandé aussi de prioriser davantage l'ultrason diagnostique à l'IRM parce qu'en fait, les modalités diagnostiques sont très similaires. C'est moins coûteux, c'est souvent plus accessible. Ce n'est pas le cas ici, dans notre histoire de cas, mais sachez qu'également que si jamais on aurait trouvé, par exemple, la présence d'une tendinopathie calcifiante qui avait un échec au traitement initial, bien, on a des recommandations qui encadrent l'utilisation de shockwave ou encore de lavage calcique. Mais c'est des choses à utiliser en cas, en fait, de non-évolution des traitements initiaux. Là, le petit problème qu'on a, en fait, c'est que Marcel, en fait, il est toujours en douleur. Comme vous pouvez voir, sa mine n'est pas aussi bonne que dans la première photo. Là, la douleur persiste au point même que Marcel, il se questionne s'il ne devrait pas être opéré. Il nous dit, en fait, avoir lu dans un guide de pratique qu'une chirurgie de décompression peut être utile chez un travailleur qui a une douleur persistante en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Alors là, il va falloir répondre à Marcel. Il va falloir se baser sur les données probantes. Est-ce qu'on recommande qu'il y ait voir un chirurgien de ce côté-ci? Est-ce qu'on pense qu'une intervention chirurgicale serait nécessaire dans le cas où il y a uniquement une tendinopathie? C'est là que c'est important, en fait, justement, de se tenir à jour. Parce que, effectivement, ce que Marcel a lu est vrai. Le premier guide qu'on a publié, celui de l'IRSST, qui était basé sur les données de 2017,
en fait, on venait rapporter qu'une chirurgie de décompression pouvait être utile pour réduire douleur et incapacité chez un travailleur qui a eu un échec d'un traitement non chirurgical. C'était basé, en fait, sur un niveau de preuve modéré. Ceux qui suivent la littérature savent qu'après 2017, on a notamment eu 2 OCR de chirurgie placebo pour la chirurgie de décompression, celui de Beard puis celui de Pavola, qui sont venus en fait conclure qu'une chirurgie de décompression n'était pas plus efficace qu'une chirurgie placebo. Donc, avec ces nouvelles évidences, la recommandation a complètement changé. Puis dans la version dans le guide de 2022 qui a été publié, bien là, en fait, c'est non recommandé avec un niveau d'évidence A. Donc, c'est vraiment en fait à proscrire de recommander une décompression sous-acromiale, acromioplastie pour ce type de patient. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le référer en cas de doute d'un diagnostic qui n'est pas clair vers un médecin spécialiste, mais on n'ira certainement pas recommander une chirurgie de décompression pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est bien sûr, c'est un exemple que je donne aussi, mais c'est quelque chose que j'aurais pu prendre plein de cas que j'ai eu dans ma vie. Après une bonne discussion avec Marcel, ben, il nous indique au final qu'il n'a pas vraiment respecté ses limitations au travail. Il avait peur, en fait, peut-être de ce que ses collègues allaient penser de lui, de ne pas avoir l'air fort, de ne pas avoir l'air tough. Donc, il a quand même fait certaines tâches qu'on lui avait recommandé de ne pas faire, des tâches en hauteur, par exemple. Il avait aussi peur de perdre sa forme physique. Fait qu'il a continué, en fait, à faire des push-ups, des dips, des tractions. Donc, oui, il a fait tout ce qu'on lui avait recommandé de faire, mais il a également fait autre chose. Alors, c'est très important quand on revoit un patient de ne pas simplement s'assurer qu'ils ont suivi nos recommandations de quoi faire, mais qu'ils ont aussi respecté les quoi ne pas faire. Donc, vraiment un cas ici, en fait, qui est très typique. On a une bonne discussion avec lui. 4 mois plus tard, on reçoit un courriel de Marcel. Il nous écrit pour nous remercier. Il a bien suivi les recommandations. Il s'est assuré de progresser très lentement, en fait, ce qu'il faisait au travail. Il a évité les exercices non recommandés au gym. Puis là, maintenant, ben, en fait, il est en mesure de travailler sans douleur, sans limitation. Même chose pour l'entraînement. Puis, il a même reçu une promotion au travail, puis il se prépare à un nouveau voyage d'escalade. Et comme vous pouvez voir, il y a nettement une meilleure mine aujourd'hui. Advenant le cas, en fait, que je reviens en fait juste sur l'autre art décisionnel, advenant le cas qu'on avait soupçonné en fait une rupture transfixiante, bien, on aurait premièrement en fait évalué s'il y avait les critères d'une référence rapide en orthopédie. Les critères d'une référence rapide, en fait, c'est principalement en fait d'avoir quelqu'un qui a des limitations qui vont être importantes. On peut parler de douleur, mais surtout de faiblesse, qui amène des incapacités. Puis on va référer plus rapide les gens qui sont plus jeunes, qui ont des demandes physiques importantes au travail, qui ont une histoire de trauma, puis qui n'ont pas aussi de signes en fait dégénératifs au niveau en fait musculaire, pas d'infiltration graisseuse. Puis également les ruptures un peu plus importantes. Fait que ça, c'est tous en fait des critères qui viennent en fait nous dire qu'une intervention chirurgicale un peu plus précoce, plus rapide, serait indiquée. Donc, on doit référer ces patients-là plus vite. Si ce n'est pas le cas, en fait, on a justement les approches non chirurgicales qui peuvent être tentées. Puis là, vous allez voir dans le guide, en fait, ça ressemble pas mal à ceux qu'on avait pour les tendinopathies, mais il va y avoir certaines adaptations aux ruptures transfixiantes, des niveaux de preuve également qui sont différents. Puis on a en fait également tout ce qui va être du processus post-opératoire que vous allez pouvoir évaluer. All right, maintenant, on revient en fait à la prise en charge non chirurgicale. On a déjà parlé en fait à quel point que c'était important d'avoir des approches actives. Alors là, aujourd'hui, en fait, je vais vous donner mon top 3 des exercices les plus efficaces pour les atteintes de la coiffe des rotateurs. Alors, on a bien sûr, en fait, la grande catégorie des exercices de contrôle moteur. On va viser l'activation de certains muscles, on va focuser plus sur le mouvement. On a aussi, en fait, les exercices en résistance de renforcement. On va un peu plus charger les tissus, tenter
soit en fait d'augmenter progressivement la résistance avec ou sans l'objectif en fait d'augmenter la force. Ça, c'est très classique, c'est souvent fait. Mais un autre type d'exercice qui est très important, qu'on néglige un peu des fois en physiothérapie, c'est tout ce qui va être les exercices généraux. On peut penser si vous regardez la photo de droite à l'escalade, on est dans une activité sportive, mais en fait, les muscles de la courbe des rotateurs vont être grandement utilisés ici. Vous avez nul autre que votre présentateur en bas au centre qui fait du ski de fond. En faisant du ski de fond, on va impliquer beaucoup la courbe des rotateurs, beaucoup les épaules. Et que dire de notre homme en bas à gauche qui doit soulever une pierre d'une grosseur époustouflante. Alors, contrôle moteur, justement, plus spécifique aux déficiences, un accent sur le mouvement, la proprioception, la coordination. Il peut aussi avoir certaines formes de résistance qui vont être ajoutées dans l'exercice. Le but, là, vraiment, c'est qu'on focalise sur mouvement, activation de muscles spécifiques. Ça va inclure plusieurs types d'approches. On peut penser à ceux de Surly-Sarman, le Movement System Impairment Syndrome, tout ce qui va avoir été développé plus par Paul Hodges au niveau plus vertébral, au niveau du contrôle du recrutement neuromusculaire, ou encore le programme de Lynn Watson, une physiothérapeute australienne qui a développé plusieurs programmes avec un accent du contrôle moteur pour les problèmes d'épaule. Quand on parle maintenant un peu plus du renforcement spécifique, encore une fois, on est spécifique à la région, mais on n'a pas un accent sur le mouvement. On va avoir des exercices qui peuvent être concentriques, isométriques ou encore excentriques. Puis le but, en fait, ça peut être soit d'augmenter la force ou de charger progressivement les tissus. Des exemples qu'ils peuvent avoir, en fait, on peut penser à des renforcements avec élastique, poids libre, projection de ballon, lancer d'objets, ou même en chaîne fermée, par exemple, avec des push-ups. Puis les exercices généraux, on en a déjà parlé un peu. On est moins spécifique à la région atteinte, plus ou moins. Puis on a également des effets physiologiques qui peuvent être engendrés par ces exercices-là. Un des avantages, c'est que ça peut être, par exemple, plus agréable, plus durable. Personnellement, si on me demande de faire un exercice précis de contrôle moteur ou d'aller faire du ski de fond pour ma réadaptation, mon choix est assez simple sur celui qui me tente le plus. Peut-être qu'on peut combiner les deux, cependant. Et qu'est-ce que dit la littérature sur le sujet? On s'est penché sur la question, puis récemment, en fait, on a publié 2 articles dans JOSPT. Un premier, en fait, où en fait, on vient évaluer pour vraiment les spécifiques aux problèmes de tendinopathie de la courbe des rotateurs. On a regardé l'efficacité de différents paramètres selon le principe de FIT. Donc, la fréquence des exercices, l'intensité de ceux-ci, le type d'exercice et le temps, donc le temps du programme. On a réalisé en fait des méta-analyses à travers tout ça. On a voulu aller un peu plus loin que simplement en fait rapporter des données quantitatives. On voulait vraiment aller explorer en détail en fait le contenu de ces différents programmes-là. Donc, on a le scoping review à côté qui a permis vraiment qu'on évalue en détail la composition de ceux-ci pour donner également comme information aux cliniciens qu'est-ce qui est fait dans les ECR, qu'est-ce qui est inclus dans ces programmes. Donc, 22 ECR, un peu plus de 1200 patients. On évaluait l'efficacité de ces différents paramètres. Même si on a cherché, il est à noter qu'il n'y en avait pas qui permettait d'évaluer l'efficacité de fréquence ou de temps, de durée de programme différentes. Donc, on a réalisé en fait des méta-analyses pour l'intensité. On comparait des programmes où il y avait une plus haute intensité. Par intensité, on regardait en fait soit le volume total d'exercice ou la difficulté de ceux-ci, par exemple, avec des charges beaucoup plus élevées, comparé à d'autres programmes qui avaient une intensité plus faible, soit un volume plus faible ou des charges, des résistances qui étaient plus faibles. Et selon les types, nous, on a pu regarder contrôle moteur, exercice spécifique au niveau scapulaire ou encore excentrique, comparé à des programmes en résistance non spécifique. On a aussi fait, comme je vous disais, l'analyse du contenu des programmes avec le CERT, en fait, le Consensus on Exercise Reporting Template. Et la certitude des résultats que je vous propose, en fait, ça va être avec l'approche GRADE. Donc, ça va nous permettre de dire si c'est des données qui sont de certitude élevée. Donc, on n'a plus besoin d'études sur le sujet est clos. Modéré, on se garde
une petite gêne dans les conclusions. Ça se peut que de nouvelles études changent un peu les conclusions. Faible, là, on est un peu plus dans les évidences, suggèrent que ce serait ça les résultats. Et très faible, que c'est tellement incertain qu'on ne donne pas de conclusion. Dans ce que je vous propose, dans ce que je vais vous présenter, on va regarder vraiment les tailles d'effets. Donc, pour standardiser les différentes mesures qu'on avait, on les a transformées en fait en mesures d'écart type, donc les différences moyennes standardisées. Et pour un peu simplifier l'interprétation, quand vous allez avoir des chiffres qui sont en bas de 0,2, on va dire que la différence entre les deux paramètres est négligeable. Si on est entre 0,2 et 0,49, on va dire que c'est un effet qui est petit. 0,5 à 0,79, on va dire que c'est modéré. Il y a d'ailleurs, en fait, on va dire que quelque chose est cliniquement important à partir de 0,5. Et 0,8 et plus, on va dire que c'est un effet, en fait, qui est large. Pour ce qui est du contrôle moteur à court terme, donc environ 1 mois, ce qu'on conclut, en fait, c'est qu'il est probable qu'il y a un petit effet en faveur des programmes de contrôle moteur a un effet qui est négligeable en faveur des programmes non spécifiques. Pourquoi? En fait, parce que les résultats n'étaient pas statistiquement significatifs. On voit que l'intervalle de confiance amène un effet jusqu'à 0,41, donc un effet qui est petit, mais quand même proche d'être modéré en faveur du contrôle moteur, jusqu'à 1,03, mais de l'autre côté, donc négligeable en faveur des programmes non spécifiques. Si on regarde à 3 mois, cependant, là, on avait des résultats qui étaient un petit peu plus précis, un peu plus d'effets. On tombait en fait avec des données qui, cependant, une certitude qui était faible, qui suggèrent que des effets modérés à négligeables en faveur des programmes de contrôle moteur. Si on regarde le tout relié aux incapacités à la fois à court et à moyen terme, il est probable, donc certitude modérée, qu'il y avait des effets qui étaient modérés à négligeables en faveur des programmes de contrôle moteur. Donc, vous pouvez voir en fait ici l'intervalle de confiance qu'on avait, on avait de 0,51, donc juste l'autre côté du modéré, jusqu'à 0,07, toujours en faveur du contrôle moteur. Donc, un effet qui est modéré à négligeable en faveur du contrôle moteur. Et la même chose ici, sensiblement que les mêmes résultats pour ce qui est du moyen terme. Quand on tombe cependant dans tout ce qui va être en fait excentrique ou scapulaire, je vais passer quand même assez vite parce que là, ce qui se passe ici, c'est que dans l'évaluation de grade, on avait des certitudes qui étaient très souvent très faibles ou sinon qui étaient faibles parce qu'on avait des risques de biais, de l'imprécision, de l'hétérogénéité également. Fait au final, en fait, on n'était pas vraiment en mesure de donner des conclusions claires si une approche ou l'autre était plus efficace. Là, je vous défile quand même un petit peu rapidement. Là, ici, on a en fait les données sur la douleur pour tout ce qui va être scapulaire. Ben, comme vous pouvez voir, par exemple, ici, on a beaucoup de variabilité entre les études. Des études qui montrent que les scapulaires seraient nettement meilleurs, d'autres qui disent qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Beaucoup d'imprécisions. On avait des études de qualité qui étaient pas si bonnes que ça. Quand on regarde maintenant intensité élevée à faible, malheureusement, l'histoire se répète. On n'est pas vraiment en mesure de faire des conclusions qui sont claires à cause qu'on a des incertitudes qui étaient assez importantes, donc des niveaux de certitude très faibles ici. Ça, c'était vrai à la fois pour la douleur que pour les incapacités. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que le contrôle moteur, c'est, excusez-moi l'anglicisme, the real deal? C'est vraiment le type, en fait, d'exercice qui a été montré comme supérieur, en fait, avec des effets globalement négligeables à modérés comparé aux programmes de résistance non spécifiques. Il faut faire quand même attention, cependant, parce que, oui, les programmes de contrôle moteur étaient probablement légèrement supérieurs, mais vous aurez remarqué que je n'ai pas dit les exercices de contrôle de moteur sont supérieurs. J'ai utilisé le terme programme. Pourquoi? Parce que ce n'était pas possible d'isoler uniquement la variable du contrôle moteur dans cette évaluation-là. Très souvent, quand un chercheur va faire ce type d'études-là, ils vont comparer, par exemple, un nouveau programme qui a du contrôle moteur dedans à un programme plus standard. Mais le programme qu'ils vont comparer, expérimental, peut avoir, par exemple, une meilleure progression, plus de personnalisation. Ou encore, dans certains cas, il nous manquait beaucoup de détails pour isoler, en fait, ces types de variables. Pour
tous ces autres paramètres-là, pour tous les autres paramètres, en fait, la science, elle reste incertaine, voire très incertaine. Ce qui m'amène en fait à mes take-home messages. Donc, pour vos patients qui ont une atteinte de la coiffe des rotateurs, c'est important, bien sûr. En fait, j'en ai choisi 3. J'aurais pu vous en donner une douzaine, mais j'ai pris vraiment les 3 qui me semblaient les plus importants. Premièrement, c'est de poser un bon diagnostic. Quand vous voyez ces patients-là, c'est important au niveau de l'évaluation, bien sûr, d'avoir le plus de certitude possible sur le diagnostic. Si vous avez établi qu'il y a des critères de référence rapide vers un orthopédiste, c'est important d'entreprendre les démarches pour que ce patient-là soit vu rapidement. Pour les cas un peu plus classiques, par exemple, de tendinopathie, c'est important de ne pas se limiter uniquement au diagnostic patho-anatomique. Il faut évaluer les déficiences, il faut évaluer des facteurs contextuels, tout ce qui va être facteurs psychosociaux, la situation au travail. C'est cette évaluation-là précise qui vient nous distinguer de d'autres professionnels, qui vient vraiment apporter vraiment une plus-value, une prise en charge en physiothérapie. En deuxième, il faut proposer bien sûr des approches actives. C'est pas obligé, c'est obligatoire cependant qu'il y ait un programme d'exercice. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui fait de la musculation, moi, je travaille, par exemple, dans un centre de détention dans une prison où je vois des gens qui font beaucoup d'exercices. Ça m'arrive très souvent de ne donner aucun exercice spécifique à cette clientèle-là, de simplement leur dire, écoutez, tel exercice que vous faites, vous en faites trop, c'est irritant pour votre épaule, on coupe ça, diminuez un petit peu la charge sur l'épaule dans le prochain 2-3 semaines, augmentez ça tranquillement, puis je le revois un mois et demi après, puis tout va bien. Donc, oui, il faut avoir des approches qui sont principalement actives, pas nécessairement obligatoires de donner une prescription d'exercice. Important d'avoir une décision partagée là-dessus, notamment sur l'ajout également de modalités passives. Et le dernier, questionnez vos pratiques, questionnez vos croyances, que ce soit sur les modalités passives, l'importance de la thérapie manuelle, l'importance de toujours prescrire un programme d'exercice. Et questionnez également même le contenu de cette présentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas tout en 2024. C'est important justement de se tenir à jour. Sur ce sujet, en fait, je vous annonce que notre groupe, en fait, travaille actuellement sur un nouveau guide de pratique qui est spécifique vraiment aux tendinopathies de la coiffe des rotateurs et sur la prise en charge non chirurgicale. Un travail, en fait, où on va un peu plus loin, en fait, dans ce qui doit être fait au niveau de la prise en charge non chirurgicale, donc exercice, retour au sport, etc. C'est quelque chose qui devrait être publié dans JOSPT en 2025. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Puis bien sûr, en fait, ça va être un grand plaisir pour moi de répondre à vos questions, si jamais il y en a. Un immense merci, Simon. Et en effet, je crois qu'il y a de premières questions qui arrivent. Je viens de voir que ce n'était pas dans le chat privé, que c'était dans le commentaire et que tu en avais plusieurs. Oui, il y en a déjà plusieurs qui arrivent. Je vois qu'il y a Thomas qui nous demande, parlons des exercices de contrôle moteur, comment est-ce que l'on définit ce type d'exercice? Est-ce que c'est juste une forme de renforcement de petite envergure, donc moins irritant? À quel point doit-on être précis dans le contrôle du mouvement? Est-ce qu'on se base sur ce mouvement qui soulage la douleur? Sur les mouvements qui soulagent la douleur, pardon. C'est une longue question. Je te laisse si tu veux. Premièrement, salut Thomas. Thomas est un ami de longue date. Alors, je reviens un petit peu sur la diapo qu'on avait ici. C'est une très bonne question d'ailleurs, Thomas, parce qu'il y a beaucoup de définitions qui existent sur le contrôle moteur. Dans ce qu'on a utilisé comme définition, qui je crois être je crois être la meilleure définition possible actuellement, c'est vraiment quand on a un accent, en fait, soit sur le contrôle du mouvement, la proprioception ou la coordination. Donc, si on a un programme d'exercice vraiment qui va focaliser, par exemple, sur un mouvement spécifique au niveau de la scapula avant de faire une élévation du bras, l'activation d'un muscle, là, on va tomber dans la grande catégorie du contrôle moteur. Mais comme on le voit aussi là, dans la diapo suivante, ça inclut
des approches où, par exemple, l'approche de Paul Hodges, qui est extrêmement précise sur l'activation de certains muscles. Même Paul Hodges, de plus en plus, semble un peu se détacher de cette approche-là, versus, par exemple, l'approche de Lynn Watson, qui va peut-être un peu plus se rapprocher d'exercices en résistance, de renforcement, mais où elle ajoute un aspect de contrôle moteur, notamment avec la position de la scapula avant d'exercer certains mouvements. Fait que, il y a assurément un éventail avec certains types d'approches qui vont être ultra précises dans l'activation de certains muscles ou de mouvements, d'autres qui vont l'être un peu moins. Mais nous, on a caractérisé le contrôle moteur vraiment quand il y avait un focus, une emphase qui était mise sur le mouvement. D'ailleurs, dans l'article FIT, que je pourrais vous partager à ceux qui m'écrivent en privé, là, je peux envoyer la version des auteurs, on a mis la définition un peu plus longue, en fait, de qu'est-ce qu'on caractérisait comme contrôle, comme étant du contrôle moteur. Ok, merci Simon et merci pour cette belle présentation bien riche. Et effectivement, c'était une question que je me posais aussi sur quels sont les exercices qu'on compare dans la littérature entre exercices de contrôle moteur et les autres exercices. Émile qui demande, alors Charlotte qui demande si un replay sera accessible. Oui, Charlotte, je peux répondre déjà maintenant. Et Émile qui demande comment définir un exercice de contrôle moteur vs un autre type d'exercice. Est-ce que la littérature est claire? Voilà, c'est exactement ce qu'on se posait comme question. Juste pour enchérir un petit peu sur la question d'Émile, en fait, c'est ça, c'est quand on va regarder, quand on va faire la comparaison, c'est ce qu'on va avoir considéré comme des exercices plus non spécifiques, c'est qu'il n'y aura pas eu cet accent-là, soit sur le contrôle moteur, sur la scapula ou sur l'excentrique. Mais il peut en avoir eu un petit peu quand même d'exercice scapulaire, un peu d'exercice excentrique, c'est juste qu'il n'y a pas un accent qui est mis, une emphase sur ce type d'exercice-là dans le programme. Ok, moins technique en fait, plus ou moins. Ok. Shaima qui demande, est-ce normal d'avoir un peu mal après les exercices de renforcement musculaire? Je ne sais pas si c'est une patiente ou un kiné, mais sinon on peut peut-être poser la question, est-ce que toi tu as tu peux répondre aussi à ça, mais est-ce que tu as vu des choses par rapport au fait que, est-ce qu'on doit travailler dans la douleur avec des patients? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce qu'il faut proscrire une douleur pendant les exercices? Je vais y aller avec une réponse en deux temps. Premièrement, à ma connaissance, la littérature n'est pas claire sur le sujet. Les derniers papiers que j'avais lus ne venaient pas, en fait, conclure de manière claire si une approche était mieux que l'autre, si on devait accepter un certain niveau de douleur aux patients. Ensuite, mon opinion un peu plus de clinicien, je pense en fait que ça va dépendre des types de patients qu'on a devant nous. Ça va dépendre aussi du niveau de douleur. Ça va dépendre de la phase dans laquelle on est. Si j'ai, par exemple, un patient qui arrive en phase aiguë d'une tendinopathie, ben, je ne vais pas vouloir que les exercices que je lui donne dans les premières semaines causent de la douleur, même une petite augmentation de la douleur. Je vais vouloir que ça soit sans douleur. Pourquoi? Il est en phase plus irritante. On veut calmer un petit peu la phase douloureuse, la phase aiguë. Si au contraire, j'ai quelqu'un, par exemple, qui a une tendinopathie chronique, ben là, je vais peut-être accepter un niveau de douleur tolérable selon le patient, tant que, par exemple, une heure après et le lendemain, il soit revenu à son niveau de base. On sait que l'exercice va avoir des effets analgésiques chez les gens qui ont une douleur chronique, mais on veut bien sûr que ça reste tolérable pour le patient. Fait que c'est une question qui ne se répond pas avec un oui et un non, selon moi. Ça va vraiment dépendre des types de pathologies, de la phase dans laquelle ils sont, puis également du patient. Il y a des patients qui vont très bien accepter, tolérer d'avoir un niveau de douleur peut-être un peu plus élevé en faisant des exercices. D'autres que s'ils ont mal, ils se découragent puis ils arrêtent de les faire. Fait que, il faut un petit peu réfléchir à tout ça, à qu'est-ce qui est présent devant nous, à la fois comme pathologie et comme personne. Ok, super. Merci pour ta réponse, Simon. Alain qui demande, les exercices de contrôle moteur sont-ils à inclure dès le début de la prise en charge ou après un certain temps? En fait, ça, c'est une question que je vais en deux temps encore une fois. La littérature n'a pas statué de manière claire si le contrôle de moteur
premièrement, était vraiment supérieure aux autres approches. Est-ce qu'on doit les donner d'emblée au début de la prise en charge? Moi, je vais répondre que je pense que ça va encore une fois dépendre un petit peu des cas qu'on a, mais on peut assurément commencer avec des choses qui sont, même chez quelqu'un qui est en douleur aiguë, avec des exercices qui sont plus irritants. Exemple, on a une tendinopathie en phase aiguë subaiguë. On a remarqué qu'en faisant certains tests d'assistance scapulaire ou de modification des symptômes, que quand on corrige un peu la position de la scapula, il y a moins de douleur en élévation. Mais ça se peut qu'on donne au début simplement un exercice très simple, plus d'activation, par exemple, du trapèze ou de rotation supérieure de la scapula, qui va être non irritant. On pourrait commencer avec ça d'emblée au niveau de la prise en charge et tranquillement progresser avec des exercices où il va y avoir soit de la résistance qui va être ajoutée ou encore des mouvements un peu plus en hauteur dans des positions qui peuvent être, surtout au départ, un peu plus irritantes pour le patient. Parfait, merci Simon. On a ensuite Shaima qui demande par rapport à l'électrothérapie. Je pense que tu en as touché un mot avec tout ce qui était adjuvant passif, mais est-ce que tu as autre chose à dire sur cette modalité? Oui, en fait, je pense que la science qui vient de dire, c'est que l'électrothérapie, ça peut être une modalité analgésique pour environ 1 à 2 heures. Je pense que quelqu'un qui fait de l'électrothérapie en clinique pendant que les patients payent et qui va, par exemple, enchaîner plusieurs patients qui vont être branchés sur des machines, ça, selon moi, ce n'est pas une bonne pratique. On doit davantage être vu plus comme un consultant, comme un guide, quelqu'un qui va vraiment donner les bons outils à nos patients. Et ça se peut qu'un de ces outils qu'on lui donne soit de l'électrothérapie. Mais une bonne manière, je pense, d'utiliser l'électrothérapie serait peut-être de l'utiliser une fois en clinique pour montrer aux patients, voir comment ils trouvent ça, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a un effet analgésique. Puis ensuite, si ça l'aide à ce patient-là qui a, par exemple, déjà de la douleur chronique, il pourra l'utiliser chez lui. Puis si ça fait en sorte, par exemple, qu'il prend moins de médication pour avoir l'effet analgésique, là, je pense que l'électrothérapie peut tout à fait avoir sa place. Mais quand que je vois, par exemple, il y en a de moins en moins, là, du moins, là, je parle pour la pratique au Québec, mais des cliniques où de manière systématique, tout le monde a de l'électrothérapie en clinique, ça, je pense qu'on peut faire nettement mieux comme professionnel que de placer des gens sur des modalités passives comme l'électrothérapie lorsqu'ils sont en clinique. On doit davantage prendre du temps, utiliser vraiment nos connaissances, notre cerveau quand on est avec eux pour bien les guider et leur donner les bons outils. Impeccable. Merci Simon. Alors, il y a encore pas mal de questions. Julien qui demande où est-ce qu'on peut trouver les travaux à la mise à jour. Sur GeoSPT, ou simplement, en fait, si vous marquez mon nom dans Google Scholar, vous allez le trouver assez rapidement. Si vous n'avez pas accès, vous pouvez me trouver sur ResearchGate et me faire la demande d'avoir l'article. Je peux vous envoyer la version des auteurs. Donc, c'est pas la version avec toute la belle mise en page de GeoSPT, mais c'est le même contenu. Mais prévoyez quelques semaines, j'y vais pas souvent sur le site quand même, mais vous allez éventuellement le recevoir gratuit si vous faites ça. Parfait, merci. Et alors, Émile qui demande, en lien avec la prise des AINS, est-ce que les AINS sont toujours recommandés lors de la blessure musculo-squelettique à court terme, donc comme dans le guide, malgré des effets potentiels sur le moyen long terme, sur la force tensile du tendon? Premièrement, je tiens quand même juste à spécifier, je suis pas médecin non plus, je ne suis pas prescripteur en fait d'AINS. Je vais essayer de retrouver la diapo. Parce qu'en fait, c'est pas indiqué qu'on doit les recommander en tout temps. C'est vraiment en fait considérer la prescription d'AINS. Ça doit être fait plus de manière, règle générale, un peu plus court terme de ce côté-là. Donc, c'est pas pour l'ensemble des cas. Un médecin, par exemple, va venir évaluer, ou un autre prescripteur va venir évaluer si le patient, par exemple, a d'autres conditions qui font en sorte que c'est non recommandé d'utiliser des AINS. Pour ce qui est de l'aspect sur les tendons, là, je sais, c'est un gros sujet de débat récemment. Blaise Dubois a vraiment réanimé, en fait, ce feu sur les AINS.
Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que les études qui sont basées, qui viennent expliquer, en fait, qui viennent suggérer que les AINS ont un effet délétère sur le tendon, c'est surtout des études animales. Alors, quand on prend, par exemple, un rat, il y a des rats qu'on leur donne des AINS, d'autres non. On leur fait une rupture chirurgicale d'un ligament, d'un MCL au niveau du genou. On attend 10 jours et ensuite on regarde c'est quoi la force tensile nécessaire pour rupturer à nouveau le ligament. Bien, on sait que les ligaments vont être beaucoup moins solides chez ceux qui ont eu des AINS. À quel point est-ce que ça a vraiment un impact chez un humain? C'est beaucoup, beaucoup moins démontré par la science de ce côté-là. On a à peine des évidences qui disent que des injections de corticostéroïdes qui sont nettement plus fortes que des AINS auraient un impact chez des gens avec rupture transfixion de la coiffe. Alors, moi, je pense que c'est important d'avoir certaines nuances. Oui, il y a assurément trop de prescriptions d'AINS de manière systématique, du moins de ce que j'observe au Québec. Mais il ne faut pas non plus démoniser une utilisation à court terme d'AINS. Un patient, par exemple, qui a des douleurs qui l'empêchent de dormir, qui sont très, très incapacitantes, qui sont sévères, un prescripteur lui recommande acétaminophène AINS pour une petite semaine au début. Je ne pense pas non plus qu'il faut trop s'inquiéter sur l'état de ses tendons puis à quel point ils vont se régénérer de ce côté-là. Ok, parfait. Merci pour ta réponse, Simon. Peut-être une dernière avec Isabelle qui parle des tendinopathies calcifiantes. Est-ce que la littérature est claire sur la taille pour laquelle un bris calcaire du Shockwave est indiqué? La réponse courte, c'est non. Ce que la littérature semble suggérer en ce moment, c'est qu'on devrait au départ prendre en charge ces patients-là comme un autre type de tendinopathie. Il y a plusieurs cas, en fait, où les gens vont avoir une tendinopathie calcifiante. On va donner les traitements non chirurgicaux de première intention. Les symptômes vont se résorber, puis à travers le temps, après quelques mois, voire une année, la calcification va tranquillement se résorber par elle-même. Dans les cas où les patients n'évoluent pas bien, ça fait 2 mois qu'ils font le programme de réadaptation adéquat, aucune évolution, radio, écho, il y a une calcification qui est quand même assez importante, bien, là, ça vaut la peine de considérer d'autres interventions pour, en fait, la calcification. Il peut y avoir le Shockwave, mais une autre qui est un peu plus efficace, en fait, c'est le lavage calcique. Les données probantes qu'on a sur le sujet montrent que ça semble être plus efficace, en fait, que le Shockwave. Il y a les quelques risques associés à l'injection de cortisone dans le lavage calcique, mais ça peut être nettement moins coûteux pour le patient que se présenter 8-10 fois et plus pour le Shockwave. Et aussi, c'est une fois, ça peut être beaucoup moins douloureux que les traitements de Shockwave qui sont assez douloureux de ce côté-là et qui nécessitent que le patient se présente plusieurs fois en clinique. Donc, je pense que l'important, prenez-les en charge au début comme s'il n'y avait pas de calcification. Si ça n'évolue pas aussi bien que prévu, proposez en fait vraiment ces 2 options-là au patient et il décidera laquelle qui va aller de l'avant, surtout aussi si les 2 sont bel et bien disponibles dans votre région.